Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre, les anti-angineux. C'est présenté par Dr Myrton Noël, qui est pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire, de tout regarder et aussi de liker la vidéo si vous êtes satisfait et surtout, il faut partager avec vos amis. L'expression angine de poitrine fait référence à une sensation de douleur ou de malaise à la poitrine. Elle se produit lorsque le myocarde, qui est le muscle du cœur, ne reçoit pas assez de sang et par conséquent pas assez d'oxygène pour fonctionner normalement. L'angine de poitrine est un signal d'avertissement que le cœur est soumis à un stress. C'est difficile de différencier l'angine de poitrine de la crise cardiaque et, par conséquent, face à une situation pareille, il faut toujours agir sans tarder. Si quelqu'un de votre entourage ressent une douleur ou un resserrement à la poitrine. L'angine de poitrine peut être stable. L'angine de poitrine stable a un comportement régulier. L'activité physique ou le stress émotionnel peuvent souvent déclencher la douleur de l'angine. L'angine de poitrine stable se contrôle habituellement en prenant des médicaments ou en mettant fin à l'activité physique qui a déclenché cette angine. Et elle peut être aussi instable. Dans ce cas, elle est moins prévisible. Et cette douleur est instable et peut se produire en tout temps, même pendant le sommeil. L'angine de poitrine est due à un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène du myocarde. Vous savez que le cœur est une pompe qui envoie du sang dans tout l'organisme. Mais pour fonctionner, lui aussi, il a besoin du sang et c'est-à-dire ce sang qui va apporter de l'oxygène pour que le myocarde puisse utiliser pour être en état de pouvoir pomper du sang au niveau de l'organisme. Eh bien, lorsqu'il y a un déséquilibre entre le besoin, ou du moins les besoins en oxygène du myocarde et la quantité qui est apportée, c'est-à-dire les apports, et bien dans ce cas, il y aura ce qu'on appelle l'apparition de l'angine de poitrine. Les besoins en oxygène du myocarde dépendent premièrement de la fréquence cardiaque. Il y a aussi la contraction du ventricule gauche et aussi la tension pariétale qui est au niveau du ventricule gauche. Les apports en oxygène au myocarde sont strictement proportionnels au débit coronaire qui est réglé par la différence de pression régnant entre l'aorte et le sinus coronaire et aussi les résistances coronaires, même influencées par la vasomotricité régulant le calibre des vaisseaux coronaires épicardiques. Physiopathologiquement parlant, ça peut survenir suite à une ischémie du myocarde. En grande partie, ce sont les ischémies myocardiques qui entraînent ça. Mais elles sont dues le plus souvent à la présence d'une plaque d'athérome au niveau de l'artère. Ça oblitère l'artère et diminue le calibre de l'artère. Par conséquent, il y aura une diminution de l'apport en oxygène vers le myocarde. Aussi, nous pouvons avoir d'autres étiologies qui sont moins fréquentes, par exemple un spasme au niveau des coronaires, ce qui est responsable de l'angor spastique appelé l'angine de Prince-Métal. Aussi, nous pouvons avoir des obstacles à l'éjection du ventricule gauche. Normalement, le ventricule gauche envoie du sang au niveau de l'aorte. S'il y a une sténose au niveau de l'aorte, eh bien, dans ce cas, on aura une obstruction. Le sang qui sort du ventricule gauche va difficilement pénétrer au niveau
de l'aorte, ce qui va être responsable des angines de poitrine dites fonctionnelles. Et aussi, nous pouvons avoir des tachycardies. En cas de tachycardie très rapide, les besoins en oxygène au niveau du myocarde augmentent parce que le cœur travaille beaucoup plus. Eh bien, la tachycardie elle-même ne laisse pas au cœur le temps de se remplir d'oxygène. Eh bien, dans ce cas, on va avoir une inadéquation entre les besoins qui augmentent et l'apport qui est diminué. Eh bien, dans ce cas, on va parler d'angine fonctionnelle. Normalement, les besoins en oxygène du myocarde sont d'autant plus élevés que la fréquence cardiaque est élevée, que la contraction est importante et que la pression artérielle est élevée, que la cavité ventriculaire gauche est dilatée et que les parois sont fines. Les deux principaux éléments de variation instantanée des besoins en oxygène du myocarde sont la fréquence cardiaque et l'état de contractilité du ventricule gauche. Ces deux facteurs sont particulièrement influencés par la sécrétion des catécholamines. Et nous avons aussi dans les cas d'anémie, quelle que soit la cause de l'anémie, surtout s'il y a une anémie sévère, eh bien, nous aurons moins de globules rouges en circulation, c'est-à-dire il y a moins d'oxygène à être apporté vers le cœur, et aussi s'il y a une plaque d'athérome qui rétrécit l'artère coronarienne, le sang ne pourra pas passer facilement, et dans ce cas, le cœur va souffrir et il y aura l'apparition de l'angine de poitrine. Dans ce cas, on va parler de angor fonctionnel. On dit angor ou angine. Le patient va ressentir une douleur comme un serrement au niveau de la poitrine et cette douleur peut être irradiée au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de la mâchoire et au niveau du bras gauche. Et cette douleur survient surtout à l'effort, par exemple lors de la montée des escaliers et ou aussi lors d'un stress émotionnel. Les médicaments qu'on va utiliser pour traiter cette situation, on les appelle des anti-angineux. Eh bien, nous avons plusieurs types d'anti-angineux. Nous avons en premier lieu les bêta-bloquants, qui sont des antagonismes des récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs bêta-adrénergiques sont stimulés par les catécholamines. Eh bien, les bêta-bloquants vont empêcher les catécholamines de stimuler ces récepteurs bêta-1 adrénergiques. Et bien, dans ce cas, on aura une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de la contractilité du myocarde et aussi une diminution de la tension pariétale du ventricule gauche. Nous avons comme exemple acébutolol, athénolol, nadolol, propranolol, timolol. Nous avons aussi en deuxième lieu les inhibiteurs calciques, qu'on appelle souvent les inhibiteurs des canaux calciques, les bloqueurs des canaux calciques ou bien les antagonistes des canaux calciques. Ces molécules-là vont bloquer la rentrée de calcium à l'intérieur de la cellule musculaire. Et bien dans ce cas, les vaisseaux, nous savons que les vaisseaux ont un composant musculaire lisse. Et bien dans ce cas, on va avoir une vasodilatation au niveau des coronaires et aussi en périphérie. Et nous avons aussi une diminution de la contractilité myocardique. Les inhibiteurs des canaux calciques sont de deux familles. Nous avons les dihydropyridines et les non-dihydropyridines. Les dihydropyridines ont un tropisme vasculaire prédominant, tandis que les non-hydropyridines telles que le verapamil et le diltiazem ont un tropisme myocardique prédominant. C'est-à-dire normalement, ils vont agir au niveau du myocarde pour diminuer la contractilité du myocarde, tandis que les dihydropyridines vont agir au niveau des vaisseaux pour entraîner une vasodilatation ou du moins
pour entraîner une relaxation au niveau des vaisseaux. On a comme exemple l'amlodipine, phénodipine, nifedipine, et comme anticalcique non dihydropyridine, nous avons le diltiazem et le verapamil. On a aussi en troisième lieu les dérivés nitrés, qui sont de puissants agents vasodilatateurs. Normalement, les dérivés nitrés arrivés au niveau de l'organisme vont libérer du monoxyde d'azote, le NO, qui est une molécule qui va entraîner une vasodilatation. Et ceci au niveau de la circulation coronaire et au niveau de la circulation périphérique. Dans ce cas, on va avoir une augmentation de l'apport en oxygène vers le myocarde. Nous avons comme exemple la trinitrine et aussi l'isosorbide dinitrate qui vont libérer des molécules de NO, monoxyde d'azote, pour entraîner la vasodilatation, ce qui va favoriser un apport en oxygène adéquat pour le myocarde. Et nous avons en quatrième lieu le nicorandil, qui est une molécule qui va activer l'ouverture des canaux potassiques du muscle vasculaire, juste pour entraîner une vasodilatation au niveau des artères. Et en dernier lieu, nous avons la triméthazidine, qui a un mécanisme d'action métabolique. Cette molécule va stimuler l'oxydation du glucose et inhibe l'oxydation des acides gras pour améliorer le rendement cellulaire avec plus d'adénosine triphosphate produit pour une même quantité d'oxygène utilisée. Nous avons les bêta-bloqueurs, les dérivés nitrés et les bloqueurs des canaux calciques. Nous avons la dilatation coronarienne, la contractilité myocardique, la fréquence cardiaque et la tension pariétale au niveau du ventricule gauche. Les bêta-bloqueurs n'ont pas d'action sur la vasodilatation, mais vont diminuer la contractilité du myocarde, diminuer la fréquence cardiaque et aussi la tension pariétale au niveau du ventricule gauche, ce qui va diminuer la demande en oxygène. Cependant, les dérivés nitrés vont agir sur la vasodilatation coronarienne, ne vont pas agir sur la contractilité myocardique et la fréquence cardiaque, mais vont diminuer la tension pariétale au niveau du ventricule gauche parce que ils vont entraîner une vasodilatation. Cependant, les bloqueurs des canaux calciques, ceux qui sont de type dihydropyridine, vont agir au niveau de la vasodilatation, entraînant une vasodilatation et aussi une diminution au niveau de la tension pariétale du ventricule gauche. Les non-hydropyridines, tels que le diltiazem et le verapamil, vont entraîner une vasodilatation coronarienne, vont diminuer la contractilité myocardique, vont diminuer la fréquence cardiaque et aussi vont diminuer la tension pariétale au niveau du ventricule gauche. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, pour vos questions, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse suivante, myrtonoel@gmail.com.